Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont en pause, des marchés actions notamment qui sont en pause en Europe après plus de 2 mois de rallye intense. Le CAC 40 a aligné jusqu'à présent 9 semaines de hausse consécutive, quand bien même la semaine passée, la semaine écoulée n'a pas été une semaine de dynamisme incroyable sur les marchés, mais plutôt l'idée d'un plateau, d'une pause désormais avec des indices européens qui tiennent néanmoins les niveaux qui ont été atteints après ce rebond de 20% et plus initié le 29 septembre dernier. Et puis on notera dans la sphère globale des marchés actions, les marchés chinois. Si vous suivez les marchés au quotidien, vous êtes au courant que les marchés chinois sont en train de se redresser fortement depuis 1 mois maintenant, avec un indice Hang Seng à Hong Kong qui a encore pris 4,5% ce matin à la faveur de nouvelles évidences, de nouvelles anecdotes concernant l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine dans des grandes villes comme Pékin ou Shanghai. Ces évidences, ces preuves se multiplient désormais, quand bien même le discours officiel au plus haut niveau reste celui d'une politique zéro Covid. On sent que les choses sont en train de se détendre par nécessité sans doute. Quand on regarde les indicateurs d'activité en Chine, on sent bien quand même que la croissance est loin d'être au rendez-vous en cette fin d'année, mais le marché est pris de cet espoir d'une réouverture sanitaire en Chine et à la fin d'une reprise économique également qui finira bien par arriver. La bourse de Hong Kong a ainsi repris plus de 30% depuis la fin du mois d'octobre. La Chine est en train de prendre le relais sur les marchés actions. Nous aurons l'occasion d'en parler avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Nous évoquerons également les grandes idées directrices en matière d'investissement qu'on peut avoir pour cette fin d'année, même si cette fin d'année est déjà en partie jouée. Il reste quelques jours, quelques semaines à peine pour terminer cette année 2022 sur les marchés. C'est donc l'horizon 2023 qui est désormais l'horizon naturel pour les investisseurs. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on reportera notre rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas à demain 12h30 pour le quart d'heure américain. Mais le dernier quart d'heure sera consacré toujours aux États-Unis avec les perspectives macro 2023 pour les États-Unis des équipes de Pictet Wealth Management. Et c'est Thomas Koster qui était avec nous à 12h30 dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse que vous pourrez voir ou revoir à 17h45 ce soir. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen pour les infos clés du jour sur les marchés avec un début de semaine prudent sur les marchés actions en Europe et une petite séance de rouge à l'arrivée pour la Bourse de Paris. Oui, sous l'effet d'indicateurs qui soufflent le chaud et le froid aux États-Unis, mais aussi en zone euro. Dernier chiffre en date aux États-Unis, l'activité dans les services est toujours solide avec un indice ISM à 56,5 points en novembre, après 54,4 en octobre. L'indice révèle donc une accélération de l'expansion des services dans les services et entre de ce fait en contradiction avec le PMI des services annoncé plus tôt ce jour. En zone euro, l'indice PMI composite calculé par S&P Global reste en contraction à 47,8 points en novembre. On remarque cependant une amélioration par rapport aux 47,3 du mois d'octobre. L'indice Sentix de confiance des investisseurs s'est amélioré à moins 21 en décembre contre moins 30,9 un mois plus tôt. Et puis à contrario, la contraction d'1,8% des ventes au détail en octobre, toujours en zone euro, se révèle être la plus forte sur un mois depuis décembre 2021 et accentue l'idée d'une récession déjà engagée. Et puis c'est le nouveau sujet de cette fin d'année. Le marché s'interroge quant aux véritables perspectives de réouverture en Chine. Et ce, alors que le nombre d'infections au Covid-19 reste élevé. Si les signaux de réouverture s'accumulent, la prudence reste de mise. Parmi les preuves de l'accélération du mouvement de réouverture, on retient que les villes de Shanghai et Hangzhou ont assoupli certaines restrictions. Aucune décision n'a pour l'instant été prise au niveau national. Toujours est-il que pour l'heure, la modération des contraintes sanitaires en Chine soutient
soutient les cours du pétrole. Au cours de la séance, ils sont repassés au-dessus des $87. Toujours s'agissant du pétrole, dimanche, l'OPEP+ a maintenu son objectif de réduction de production de 2 millions de barils par jour entre novembre 2022 et fin 2023. À noter également que le G7 s'est accordé sur un plafonnement des prix du pétrole visant à restreindre les revenus de la Russie tout en assurant qu'elle continue à alimenter le marché mondial. À partir de ce lundi, seul le pétrole vendu à prix égal ou inférieur à $60 le baril pourra être livré dans l'Union européenne. Et puis un mot des valeurs qui font l'actualité pour terminer, Alix, avec notamment le recul du titre Tesla aux États-Unis. En décembre, le constructeur de véhicules électriques envisage de réduire la production de son modèle Y de plus de 20% sur son site de Shanghai. Et puis, à noter qu'à Paris, ArcelorMittal progressait nettement au cours de la séance, soutenu comme l'ensemble des valeurs liées aux ressources de base par l'assouplissement des contraintes sanitaires en Chine. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous ce soir, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir pour votre première dans l'émission ce soir. Gustavo Orenstein est avec nous en plateau, directeur de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Vincent Lecartier de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Céline, je le disais, c'est votre première dans l'émission. Vous avez droit à la parole pour entamer la discussion. L'idée étant de savoir un petit peu ce qui vous intéresse dans ce rallye d'automne, ce que je décris comme un rallye qui n'est peut-être pas totalement interrompu aujourd'hui. Oui, on sent qu'on plafonne un petit peu sur la plupart des indices mondiaux qu'on peut suivre. Le rallye a commencé il y a 2 mois en Europe, un peu plus tard aux États-Unis. Il a débuté il y a peut-être 1 mois maintenant pour les actions chinoises. Vous gérez un fonds qui est dédié aux actions internationales, globales, avec un prisme qui est celui de la qualité à prix raisonnable, comme on dit, Céline. Dans votre univers d'investissement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce rallye? Est-ce que c'est un rallye de qualité? Alors, ce qui est intéressant dans ce rallye, dans ce mouvement qu'on a connu en 2022, c'est qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure Alix, on a eu toute l'année le chaud et le froid qui a été soufflé sur les marchés actions. Donc on pouvait se faire balader, monter, descendre, un peu comme dans un manège. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend du recul sur ce qui s'est passé sur cette année 2022, se dégage quand même une tendance assez claire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un marché baissier, il faut s'intéresser aux sociétés qui surperforment dans le marché baissier, parce que ce sont les sociétés qui surperforment dans le marché baissier qui nous indiquent la direction pour le leadership du prochain marché haussier. Ce qui paraît souvent contre-intuitif parce qu'on est marqué par le précédent marché haussier et on a tendance à sans cesse vouloir racheter ce qui baisse parce qu'on l'avait raté la fois d'avant et on pense que c'est ce qui va fonctionner. Et si on regarde ce qui s'est passé en 99, 2000, 2001, on était très marqué lors du crack de 2000-2001 par la baisse des techs et donc on voulait en racheter alors que finalement la tech il fallait la racheter en 2010. Bien sûr. Et puis, en 2008-2009, on se demandait tout le temps quand est-ce qu'il faudra racheter la Chine, parce que ces sociétés chinoises ou émergentes avaient fait la hausse de 2000 à 2008. Et malheureusement pour nous, si on avait racheté des sociétés chinoises ou brésiliennes en 2008 ou 2009, il nous fallait attendre jusqu'en 2022 pour se refaire. en profiter. Oui, bien sûr. Donc, ce qui est très intéressant dans ce marché, c'est qu'on a eu une baisse très nette pendant la première moitié de l'année, avec une surperformance de sociétés industrielles, de sociétés minières, de sociétés étonnantes. Parce qu'on se disait, mais finalement, on est en train de rentrer dans une récession et ces sociétés surperforment. Que se passe-t-il donc? Et donc, derrière, on est rentré dans une deuxième phase de marché où ces sociétés surperforment toujours, comme on le disait à l'instant. ArcelorMittal, aujourd'hui, contre Tesla. Incroyable. Donc, on a quelque chose de différent auquel il faut s'intéresser parce que le marché nous parle. C'est un signal qui mérite effectivement d'être considéré et il faut bien prendre en compte qu'un cycle s'est refermé, un nouveau cycle d'investissement est en train de démarrer. Et si on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, on le voit tous. On parlait tout à l'heure du chauffage de cette pièce. mais nous avons un problème énergétique. 19. On est à 19. On est en train de connaître un problème énergétique. Alors, il y a 1 an, on était en train de parler de la transition énergétique parce qu'on voulait être vertueux d'un point de vue écologique. Alors maintenant, on a un problème énergétique depuis février qui vient du fait que d'un point de vue géopolitique, on s'est aperçu qu'on était dépendant du gaz et du pétrole russe et qu'il fallait qu'on soit indépendant, autonome d'un point de vue énergétique partout
dans le monde. Donc il y a quelque chose, il y a un mix énergétique qui doit changer et il y a des investissements massifs qui sont mis en place par les entreprises pour répondre à cette mutation énergétique. C'est des investissements qui se chiffrent en trillions de dollars qui profitent à des entreprises comme Caterpillar qui va créer des nouvelles infrastructures plus adaptées à notre mix énergétique, qui est d'ailleurs en hausse de 16% Mais cette attends, année. Céline, on a des sociétés Caterpillar, différentes. c'est un truc de dingue. Il y a 2 mois, Caterpillar était au plus bas de 2 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment au plus haut historique. En 2 mois, une boîte, quand on cherche un exemple de boîte cyclique, je crois qu'il n'y a pas plus cyclique que Caterpillar. Et ça doit pas... Alors, ça doit soulever des interrogations chez les investisseurs. Oui. Et que de voir Caterpillar au plus haut, avant l'idée que tout le monde a d'une récession aux États-Unis, peut-être mondiale, ou en tout cas pour une partie du monde en 2023, ça ne doit pas nous étonner. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Parce que, comme le disait Warren Buffett, Mr. Market is always right. Ah ouais. Donc il y a quelque chose, il y a une musique différente qui sonne, qui résonne à nos oreilles, à laquelle il faut être attentif. Et c'est pas seulement Caterpillar. Si vous regardez l'ensemble des sociétés industrielles, on peut regarder Cummins qui fait des moteurs pour camions, on peut regarder MSC Industrials, on peut regarder Siemens aussi reparti très fort. Les sociétés industrielles nous racontent une histoire. C'est une histoire de dépenses. Quand on regarde les résultats qui ont été publiés, on assiste à un rebond des dépenses d'investissement. Mais comme c'est une musique qui n'a pas été jouée depuis quasiment 40 ans, parce que si on regarde les dépenses d'investissement rapportées au PIB américain, elles représentaient 5% du PIB américain en 1980. Ces dépenses sont passées à 2% du PIB. On a eu 40 ans de baisse des dépenses d'investissement de la part des entreprises parce qu'on a pu sous-traiter, par exemple, à l'atelier du monde qui était la Chine, où on a pu faire, on a pu faire en sorte que nos dépenses d'investissement baissent avec différents artifices. Aujourd'hui, on est un peu pied au mur. On a des infrastructures qui sont vieillissantes, elles sont plus adaptées, et pour faire baisser nos coûts, il faut qu'on réinvestisse mais bien sûr. dans ces infrastructures, dans nos bâtiments, dans nos locaux, dans dans nos moyens de transport également. Et donc, il y a des sociétés qui en profitent dans l'industrie, mais il y a aussi des sociétés, par exemple, de services énergétiques qui en profitent, parce qu'il faut qu'on optimise la façon dont on utilise nos réservoirs pétroliers ou gaziers. C'est quand même assez fascinant de voir Schlumberger, qui était quand même une star des années 70, faire plus 70% cette année. Donc là aussi, il y a quelque chose. Et ces sociétés-là, juste pour terminer, sont toujours à 15 fois les profits pour Schlumberger, 15 fois les profits pour Caterpillar. Donc c'est pas si cher encore. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que même si on a envie de se dire ça a beaucoup monté, c'est absurde, on est un plus haut, mais on est un plus haut par rapport à quoi ? Par rapport à quelques semaines, quelques mois. Mais il y a une musique différente. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui de regarder, à mon sens. Et donc, c'est dans ces thèmes-là que vous venez de citer, on pourra y revenir, c'est qu'on va trouver finalement les GAFAM des 10 prochaines années. En tout cas, c'est plus les plateformes sociales. L'avènement des plateformes sociales a eu lieu. Ça, c'est une page qui se referme. Le problème, on en reparlera, le problème, c'est qu'on n'a plus le droit d'investir dans ces valeurs. Donc, on verra effectivement... Ce qui fait l'intérêt de la liberté. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous avons créé notre société d'investissement. Analyse du rebond et du rallye toujours en cours. Gustavo, on en a peut-être déjà parlé la dernière fois que vous êtes venu, parce que ce rallye, il a quand même 2 mois maintenant de longévité, en tout cas en Europe. Il donne assez peu de signes d'essoufflement, ou en tout cas de retracement ou de correction. Pour l'instant, ce mouvement-là, on a du mal à le voir sur les marchés actions. Oui, effectivement, il y avait. On l'appelle une fenêtre, un peu la théorie de la fenêtre. Ça reste pour nous une fenêtre qui peut durer un certain temps, qui bénéficie de plusieurs choses à la fois. D'abord, il bénéficie effectivement du fait qu'à un moment, les investisseurs ont pricé toutes les hausses de taux, une grande partie des hausses de taux qu'on pouvait imaginer aux États-Unis, quand on anticipait des taux courts qui vont jusqu'à 5% l'année prochaine. Nous, on pense que ça ira peut-être au-delà, mais enfin, même si c'est au-delà, on sait qu'au moins 80% du mouvement est déjà anticipé. Donc forcément, c'était difficile de continuer à surprendre à partir de là. Donc ça, c'est la première chose. Et même pas besoin de faire de pivot, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait juste que la Réserve fédérale dise juste qu'il va se passer ce que tout le monde attend. Et ça, c'est déjà quelque chose de positif. La deuxième chose, c'est que on avait aussi d'énormes craintes. Au plus bas cet été, les investisseurs étaient très en cash, très désinvestis. Le niveau d'anxiété était très élevé. Et donc ça aussi, ça a permis, et ça alimente le rebond au fur et à mesure où les gérants se rachètent, puis se réinvestissent.
Et puis aussi, on parlait de récession tout à l'heure, mais il n'y a pas de récession en fait. Et c'est de la récession la plus attendue et c'est celle qui arrive le moins. Elle se fait attendre. Elle se fait attendre. Je vous rappelle qu'en février, on attendait une récession imminente. Certains disaient on est déjà en récession. Oui. Non, on y est L'Allemagne devait être en récession dès le 3e trimestre. C'est pas le cas. On n'y est pas et au contraire, une certaine force, une force aux États-Unis, c'est très clair. Les chiffres montrent effectivement, il y a à part l'immobilier, vraiment l'endroit qui est vraiment effectivement en net ralentissement, mais le reste de l'économie est plutôt solide, le marché du travail solide. Donc ça ne ressemble pas à une économie en récession. On verra effectivement de 2023, mais pour l'instant, c'est pas du tout visible. Et l'Europe, elle s'est adaptée aussi plus que ce qu'on pouvait imaginer. Même si je me souviens que dès février-mars, il y avait déjà quelques économistes qui disaient attendez, les prévisions ultra alarmistes sont exagérées. C'est pas parce qu'on perd 15% d'énergie qu'on perd 15% de PIB. C'est pas du 1 pour 1. On s'adapte, on trouve ailleurs, on peut quand même faire des économies. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Il y a quand même de l'adaptation, un peu de plasticité dans l'économie qui permet de ne pas avoir une contraction énorme de PIB, même si forcément ce n'est pas une période du tout agréable, mais pas non plus catastrophique. Non, mais si on sort effectivement du discours global très anxiogène, il faut le dire. Vous le dites, l'Europe, l'Allemagne n'est pas en récession. Au mois de mars, on avait tous les éléments pour imaginer un crash des économies européennes qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. L'Union européenne a réussi à réduire d'un quart à fin novembre sa consommation et sa demande de gaz. C'est quand même pas rien. Pas par rapport à il y a un an, par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. On a quand même là on s'affranchit très rapidement quand même de notre dépendance au gaz russe, beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Et vous le disiez, je disais, c'était la Fédération des industriels allemands qui notait que si 2/3 des industries allemandes ont réduit leur consommation de gaz, elles l'ont fait sans réduire leur production à l'arrivée. Non mais c'est quand même une capacité d'adaptation qu'on n'imaginait peut-être pas à ce niveau-là en Europe, Gustavo. Est-ce que ce mouvement-là, du coup ça permet de réfléchir de manière un peu plus constructive sur l'environnement macro européen pour 2023, ou est-ce qu'effectivement, et ça a été un peu le mouvement du consensus des économistes, toutes les mauvaises nouvelles qu'on attendait pour 2022, qui ne sont pas arrivées, on les reporte un peu mécaniquement sur 2023 ? Oui, effectivement, il y a un peu de ça. On sait que la question énergétique ne va pas se régler tout d'un coup. De toute façon, le choc négatif des termes de l'échange très violent, donc c'est une baisse du revenu pour l'Europe, et forcément, on peut essayer de la lisser, etc. Mais elle est là, elle existe, donc elle a des conséquences. Mais bon, on le voit, on parlait des chiffres de consommation, ils vont être faibles. Donc on est quand même dans cette zone de croissance extrêmement faible, mais ce n'est pas une catastrophe, pas un effondrement, mais une zone qui va être forcément difficile, qui ne va pas s'arranger tout de suite. Puisque on va pas restocker du gaz rapidement, et donc on sait qu'on a au moins encore pendant 2 ans, je dirais, ces questions énergétiques qui vont un peu nous hanter. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effondrement de l'économie. La seule chose qu'on peut dire sur la zone euro, et ça a un impact, je pense, aussi sur les marchés, c'est que plus l'économie résiste, plus en revanche la Banque Centrale Européenne apparaît comme devant continuer son mouvement. Et il nous semble, nous, encore aujourd'hui, que les taux d'intérêt dans la zone euro sont quand même extrêmement bas, étant donné la situation générale. Et plus l'économie européenne résiste, qui est plutôt une bonne nouvelle, plus il nous semble que les taux d'intérêt doivent monter. Donc le mouvement qui est en partie fait aux États-Unis n'est probablement pas terminé dans la zone euro. C'est la contrepartie. Il n'y a pas, franchement, de scénario totalement idéal. Si ça va mieux sur le plan macro, ça veut dire quand même que les banques centrales auront peut-être encore du travail à faire, d'une certaine manière. Pour la Banque Centrale Européenne, c'est très clair. En tout cas. Vincent, vos commentaires à, je crois, 15 jours de la fin de l'année sur les marchés, avec une fin d'année spectaculaire et assez globale. L'Europe a pris les devants, on va dire, dans ce rallye d'automne, mais les États-Unis suivent. Le Dow Jones, on redécouvre le Dow Jones, évidemment, qui a repris 25-30% là aussi. Et puis les actions chinoises également, qui viennent compléter le tableau de cette fin d'année. Donc on a parlé grosso modo de short squeeze et d'un indice qui ne veut rien dire. Ouais, alors... C'est-à-dire le Dow Jones qui est un indice qui n'a en réalité aucun sens parce que c'est 30 malheureuses valeurs et surtout il est valorisé par les prix et non pas par la capitalisation des entreprises. Donc en clair, moi j'ai tendance à l'éliminer, à regarder le S&P qui ressemble à quelque chose. Et du coup, quand on regarde le S&P, si on regarde le S&P équipondéré, par exemple, la photo est un peu moins glorieuse, on va dire. Ah non, la photo est beaucoup plus sympathique. La photo est plus sympathique que celle qui ressort en première apparence. La deuxième chose, c'est que les petites capitalisations américaines sont exactement avec la même performance que le S&P 500.
Donc moi, ça m'intéresse comme message. C'est pas du tout la même chose en Europe. Ouais, il y a un écart de 10 points, 10-15 points au moins en Europe, entre les larges et les small. Troisième chose, la performance de l'indice américain est en réalité exactement la même que les indices européens si on rétablit les problématiques de change. Réciproquement, un Américain souffre autant avec les marchés européens que s'il était sur son marché domestique. Donc je pense qu'il faut relativiser un certain nombre de choses. Mais ce qui est clair, c'est que le marché chinois et le marché européen étaient plutôt des shorts ou des sous-pondérations. Le marché américain était un long consensuel. Quand on regarde les flux sur l'année, on a de mémoire 170 milliards à peu près de collecte sur les marchés américains, de collecte sur les actions américaines. Ça n'a pas arrêté de collecter. Non. Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans les choses qui, moi, m'interpellent cette année, c'est 500 milliards de décollecte sur les fonds actifs actions. En face de ça, 300 milliards de collecte sur les ETF. Donc une collecte nette de 200 milliards, mais elle se fait sur de l'indiciel. Ouais. Donc en clair, les investisseurs aujourd'hui, soit n'ont pas confiance dans les gérants actifs, soit préfèrent investir sur des ETF éventuellement thématiques, donc ça peut être quelque chose de quand même pointu, mais en tout cas, il y a quand même une recherche d'économie sur les frais, il y a des choses qui, moi, m'interpellent quand même cette année dans les gros messages. Pour ce qui est quand même de la projection un petit peu sur l'année prochaine, moi, je suis très, très d'accord avec ce qu'a dit Céline, c'est-à-dire que pour moi, sur les prochaines décennies, on va avoir obligatoirement des investissements majeurs de la part des États et de la part des entreprises sur le secteur de la défense, la santé, la transition énergétique, la numérisation. Enfin, il y a énormément de thématiques qui vont être développées sur les prochaines années. Et ça, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on ait une récession profonde, durable. Voilà, ça, pour moi, c'est incompatible. Ces deux choses-là sont incompatibles. Par contre, se pose la question du financement. Ça, c'est un autre. Ouais. Mais le besoin d'investissement en infrastructure au sens large, ou de réhabilitation des appareils productifs, vous dites ça garantit quand même quelque chose de solide au-delà d'une récession conjoncturelle, d'un ajustement conjoncturel. Entre le fait qu'il faut faire une transition énergétique, qu'il faut faire des économies énergétiques, qu'il faut faire des rapatriements d'activités des pays émergents vers les pays développés, tout ça, c'est des choses qui sont absolument colossales en termes d'investissement. Et une fois encore, la défense, ça entraîne un certain nombre de secteurs également. L'immobilier, la transition énergétique, elle se fait aussi par le fait de faire de la réfection de votre bâtiment. Tout ça, c'est des emplois locaux. Donc moi, j'ai énormément de mal à imaginer que les choses se passent mal en termes de croissance économique. J'ai du mal aussi à imaginer qu'on ait des problèmes de chômage. Donc la Fed qui se préoccupe beaucoup de la question de... Elle ne sait plus faire baisser le chômage. Oui. Non, on aura peut-être une baisse. Elle ne sait plus faire monter le chômage. Voilà. Pour moi, on aura probablement une baisse de l'inflation, mais la question de faire monter le chômage, là, je pense que si c'est là-dessus qu'on attend la Fed pour son pivot, je pense qu'on va pouvoir s'acharner à faire monter le chômage. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Le but de la Fed, elle a deux mandats. Elle a un mandat sur l'inflation qui est d'essayer de la maîtriser le plus possible vers 2%. Ça sera 3% bientôt, de mon point de vue. Et sinon, d'essayer d'avoir un emploi qui soit le plus ferme possible. On est plus ou moins dans le meilleur des mondes l'année prochaine. On va avoir une baisse de l'inflation. On va avoir un emploi qui va rester solide. Superbe. Mais on n'aura peut-être pas de baisse de taux. Non, parce que le marché, il en veut toujours un peu plus. Le marché, il veut des baisses de taux de la Fed en 2023. Il veut le soft landing, pas de crash, pas de hausse du taux de chômage au-delà de niveaux qui seraient respectables. Et en plus, une Fed qui se préparerait à être à nouveau... Est-ce que c'est urgent quand on a constitué de l'épargne ? Est-ce que c'est urgent quand une entreprise a levé des capitaux pendant la Covid à des niveaux de taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas et qui ne doit les renouveler que dans 3 ans ou quelque chose comme ça, au plus court ? Il n'y a pas de problème de financement aujourd'hui. Enfin, pour moi, ce n'est pas un sujet. La hausse des taux ne s'applique que si vous avez besoin de lever de nouveau des capitaux. Et ça ne concerne qu'une partie des besoins de l'entreprise. Le gros des dettes est constitué avec des niveaux de taux qui sont beaucoup plus bas. Donc, ce n'est pas un énorme sujet. Et donc, c'est la fin du bear market ou pas ? Ah, pour moi, oui, mais j'en avais déjà discuté ici. Pour moi, j'en étais convaincu. Je sais. Bien sûr. J'ai l'impression que tout le monde ne l'est pas encore. Donc c'est pour mais pour moi, c'est un rallye, c'est pas un bear market rally, c'est un rallye. Ouais.
Bon, Gustavo, je reviens effectivement à l'idée macro un peu de 2023 là sur les États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir le scénario parfait ? Est-ce qu'il a une chance quand même de se matérialiser, le soft landing, une Fed qui irait peut-être jusqu'à baisser ses taux en fin d'année, hein, c'est ce que le marché anticipe. Et au final, des marchés qui seraient peut-être en train de sortir de leur tendance baissière accumulée depuis fin 2021, on va dire, sur le Nasdaq. En tout cas, ça a commencé en novembre 2021. Oui, alors effectivement, ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de bulles qui s'étaient constituées, on corrige en fait depuis longtemps. Ouais. Donc le point haut de ces entreprises, s'ils ne gagnaient pas d'argent, des SPAC, etc., plein de choses dont on a beaucoup parlé ici, c'était effectivement plutôt février-mars 2021, et donc ça corrige depuis déjà assez longtemps. Et certaines sont, après moins 95% de baisse, ça ne bouge plus, on va dire. Ce qui est intéressant cette année, c'est l'éruption, bien sûr, de la question de l'inflation. Et c'est à l'aune de l'inflation qu'il faut comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Le marché rebondit aussi beaucoup parce que c'est une décompression de la prime de risque liée à l'inflation. Et le point haut de l'inflation étant passé, on se détend un petit peu sur cette question de l'inflation. Et là où les économistes ne sont pas forcément complètement d'accord entre eux et pas d'accord forcément avec quelques investisseurs, c'est cette idée qu'il est possible vraiment de ramener l'inflation à 2%. Alors évidemment, si c'est 3, on peut en discuter, mais la ramener au niveau précédent sans récession. Ouais. Et ce passage qui fait que les économistes disent, je crois, à 60% que les États-Unis vont avoir une récession l'année prochaine, c'est simplement cette idée qu'on ne passe pas de 5, on va dire 5% d'inflation aujourd'hui à 2 sans récession. Alors évidemment, tout est compliqué parce qu'on vient du Covid et que c'est une période très, très, très particulière, ce post-Covid. Et donc on a une partie de l'inflation effectivement transitoire, même si c'est une transition très, 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 très longue. Mais avant, il y a un côté transitoire qui va peut-être disparaître au fur et à mesure. Ça, c'est le côté offre, effectivement, toutes ces améliorations du côté offre. Et on le voit dans les prix des biens, notamment aux États-Unis, la baisse du prix des biens. Après, il y a la question de l'immobilier. Bon, ça, c'est un des morceaux de l'inflation dont on a beaucoup parlé. Et là aussi, ça semble s'arranger. On voit les loyers qui rebaissent. Et puis, bon, vu les baisses des prix immobiliers qu'on attend, on peut imaginer que tout ça va plutôt s'arranger. Et restent les services hors immobilier. Et je ne fais que citer Jérôme Powell. Et eux, par contre, ils sont liés aux salaires. Et les salaires, eux, ils continuent de progresser relativement fortement. Et donc, c'est là où rentre cette question du chômage. Est-il possible de faire atterrir ces salaires à un niveau plus raisonnable sans faire monter le chômage ? Et s'il faut faire monter le chômage, jusqu'à quel point il faut resserrer monter les taux d'intérêt. Donc c'est là où cet enjeu est compliqué. Pour l'instant, on est dans cette fenêtre qui est plutôt agréable, et tant mieux. Mais à un moment, il va falloir que la Réserve fédérale dise, effectivement, si l'inflation va à 3, 3,5, qu'elle dise soit, OK, 3, 3,5, c'est je m'en accommode. Je m'en accommode, c'est ma nouvelle cible, je dis que c'est 3. Soit je dis rien, parce que c'est une autre scénario possible, je la laisse à 3, mais je ne dis rien. Pourquoi ? Parce que finalement, entre 3 et 2, il n'y a pas beaucoup d'écart. Est-ce que la Réserve fédérale a le mandat pour créer une énorme récession pour passer de 3 à 2 ? On peut en discuter aussi. Et c'est là où la douleur infligée peut être peut-être la plus importante, parce qu'on va assez vite aller effectivement à des niveaux d'inflation avec des effets de base qui vont tout de suite enthousiasmer, j'imagine, les investisseurs. Mais passer de 3 à 2, au final, c'est la dernière marche qui est la plus dure. Ça va être très, très dur. Donc soit elle n'a pas le mandat, et dans ce cas-là, quid des taux longs ? C'est-à-dire les taux longs vont continuer de monter. Et parce que qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Il y a 2 choses qui vont se passer. Il va y avoir de la désinflation et de la hausse des taux, dans la même année. Donc en tout cas des taux courts. Donc il y a bien une hausse des taux réels, et ça, si vous avez raison, et si ce qu'on dit ici est vrai, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'investissements, beaucoup de besoins d'investissement. Ce qu'on apprend dans n'importe quel manuel de l'économie, c'est que si vous avez une économie comme ça, vous avez une hausse des taux d'intérêt réels peu à peu. Et donc on est dans un monde avec des taux d'intérêt réels beaucoup plus élevés qui vont continuer de monter après avoir descendu pendant 10 ans. Donc c'est un mouvement différent et un comportement différent des marchés, que des marchés obligataires. Qu'est-ce que ça fait sur le marché action ? La relation entre le marché obligataire et le marché action, c'est quelque chose à s'arracher les cheveux. Parce que dans la durée, c'est plutôt 0. Mais de temps en temps, c'est positif, de temps en temps, c'est négatif. Et donc, c'est complexe, cette relation. Mais on peut imaginer, avec un degré de conviction important, qu'effectivement, les gagnants du cycle passé, dopés au taux bas ou au taux négatif, je ne vais pas dire qu'Apple ou Meta n'aurait jamais existé sans les taux négatifs, mais peut-être que le parcours boursier, en tout cas, n'aurait pas été le même. Vous dites, c'est sans doute pas ces entreprises qui bénéficieront d'un environnement macro-monétaire totalement différent. Effectivement, si c'est un monde où l'investissement est très fort, toute l'économie qui fabrique des choses va aller mieux par rapport à la production, connaître la production de biens. Alors, effectivement, les entreprises qui ont été citées, qui sont liées à l'investissement vert, évidemment la relance, etc. Cette relance énergétique
générale. Donc tout ça fait partie des thèmes qui sont intéressants. Ce qui est difficile dans ces thèmes-là, c'est plutôt de savoir qui va s'en sortir, en fait. On voit bien que le thème est intéressant, mais où va aller les profits à la fin? C'est toujours la surprise. Ouais. Le thème est là, mais qui va tirer sur l'épingle du jeu, c'est une autre question. Et bon, alors nous, on essaie de tapisser cet ensemble, pour essayer d'attraper un peu de tout. Bien sûr. Mais je sais que c'est évidemment le travail des stock pickers d'essayer de trouver les bonnes idées là-dedans. Oui, alors Céline, avec une manière de gérer où vous avez toujours des convictions très fortes. Votre fonds a 25-30 lignes, c'est ça, c'est ça, très concentré. Effectivement, c'est quoi la méthode pour vous qui vous permet d'analyser, en tout cas d'avoir des convictions sur des leaders de demain, comme Gustavo le disait, parce que c'est même pas une question de secteur, c'est-à-dire que c'est encore plus fin que ça. Dans le même secteur, on va trouver peut-être des gagnants, voire des ultra-gagnants, et des perdants. Et plus on trouve des ultra-gagnants, plus on va trouver aussi des ultra-perdants peut-être. Donc effectivement, c'est un travail de stock picking que nous effectuons, et il passe par un tamisage très fin de toutes les sociétés qui sont dans le MSCI All Country World. Donc on va juste éliminer quasiment 95% des sociétés qui sont présentes par des critères purement quantitatifs. Déjà, en disant on veut que des sociétés qui ont un ROE supérieur à 10%, qui ont une marge opérationnelle supérieure à 10%, qui ont une croissance de bénéfices supérieure à 5%, qui ont une liquidité importante. Une fois qu'on a fait ce travail, on va éliminer toutes les sociétés qui sont, d'un point de vue qualitatif, non intéressantes, parce que la gouvernance n'est pas au rendez-vous, parce que le management n'est pas en ligne avec nos aspirations. Et ça nous fait un ensemble de 80 valeurs seulement qui sont investissables pour nous dans le monde. Donc c'est très très réduit. Et au sein de ces sociétés, on va après regarder la valorisation. Et si on a une marge de sécurité suffisante, on va investir dans la société. Donc on ne va jamais se lever le matin en disant tiens, il va y avoir plus d'investissements, donc on va aller chercher une société. Non, on fait le tamisage et on s'aperçoit que l'année dernière, par exemple, Caterpillar, c'est une franchise solide avec 40-50% de part de marché dans leur marché, un réseau de distribution très puissant. Et cette société-là, elle est à une valorisation qui est extrêmement faible compte tenu de son potentiel de croissance sur un horizon de temps de 5 ans. Et c'est là qu'on va faire rentrer la société dans le portefeuille. Ouais. La même chose pour des sociétés chinoises. On parlait de la Chine tout à l'heure. Attends, sur Caterpillar, par exemple, là, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est une valeur, vous avez pas de problème à la détenir en portefeuille, quand bien même il y a la perspective d'une récession américaine l'an prochain. C'est une conviction qui va au-delà d'un ajustement conjoncturel qu'on pourrait avoir devant nous. Tout à fait. On est sur un cycle, on est sur un horizon de temps de 3 à 5 ans. D'accord. Donc on se dit, je mets aujourd'hui une graine dans le sol. Ça prendra du temps pour récolter, mais compte tenu de nos attentes, on va finir par pouvoir en profiter. Ouais. Et c'est la même chose qu'on avait pu faire. On avait acheté du Microsoft en 2009. Le temps que ça arrive, c'est 2011, peut-être. Le tsunami au Japon en 2011 nous avait permis d'acheter des belles sociétés comme Fanuc à l'époque, qui était le leader des robots. Personne n'en voulait. Le tsunami au Japon, on l'a vécu. C'était quand même un traumatisme très important. La bourse de Tokyo était fermée. Enfin, un gros choc sur le marché. Mais une société de qualité, du coup, à un prix très raisonnable. Et on se dit, ils ont quand même une part de marché très forte. Ils ont beaucoup de leur production qui est en dehors du Japon, beaucoup de leurs ventes qui sont en dehors du Japon, donc on l'a fait rentrer dans le portefeuille. Donc voilà, donc ça c'est notre travail vraiment très méticuleux de sélection de valeurs, très fine, parce que notre objectif au final c'est d'avoir une volatilité qui est très faible par rapport à celle des indices, parce qu'on a réduit le risque, et d'avoir une très forte surperformance dans les séances de baisse. Et pour faire ça, il faut avoir été extrêmement difficile quand on a fait rentrer la valeur sur la qualité et sur le prix. Et c'est ça qui nous permet, cette année, effectivement, d'avoir une hausse de 11% sur le portefeuille. Et on va se dire, vous êtes des génies. Pas du tout. C'est juste qu'on a été disciplinés. C'est le processus qui nous a fait acheter les valeurs. J'aime bien l'idée, c'est dans ces grands bear markets historiques qu'on détecte effectivement les leaders du cycle suivant et du bull run suivant. Qu'est-ce qui vous intéresse autant en Chine, Céline, puisqu'il y a plus de 20% de votre portefeuille qui est investi sur Chine et Hong Kong. Voilà, mais c'est exactement la même chose. On parlait du Japon tout à l'heure. Quand on a fait rentrer beaucoup de sociétés japonaises dans le portefeuille, on est monté à 35% sur le Japon en 2011. Et à l'époque, c'était quand même un choix compliqué. On avait à l'époque 5-6 valeurs. On disait ce sont des leaders mondiaux qui traitent à des valorisations totalement dévalorisées. Aujourd'hui, la Chine, c'est le marché le plus haï au monde. Dès que je parle à un client ou un investisseur ou quelqu'un,
La Chine, c'est vraiment le gros point noir. On a des interrogations géopolitiques majeures, on ne sait pas ce qui va se passer demain, j'en conviens. Mais quand je regarde les choses froidement, ce que je suis censé faire quand je suis investisseur, je vois que j'ai un triptyque qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai de la liquidité. C'est la seule banque centrale au monde qui injecte dans la liquidité dans le système. La deuxième chose, c'est que j'ai une valorisation exceptionnellement basse. La valorisation du marché chinois aujourd'hui, c'est 8 fois les profits des 12 mois à venir. On n'a jamais été aussi bas depuis 2000. Et la troisième chose, c'est que j'ai des perspectives de croissance de bénéfices qui sont en hausse puisque j'ai une base de comparaison très basse en 2022. Donc 2023 va être mieux que 2022 de façon mécanique, un petit peu comme quand nous, on a connu le Covid et qu'on en est sorti. On a fini par en sortir, ils vont finir par en sortir, et ça nous donne des bases de comparaison qui sont très basses. Donc on a un triptyque qui est très intéressant, croissance de profit, valorisation basse, liquidité. En général, don't fight the Fed, il ne faut pas aller contre la liquidité, on a la liquidité qui va vers la Chine, et il y a des sociétés intéressantes qui sont cotées dans ce pays-là. Un exemple emblématique justement de la poche chinoise, rapidement. Donc une société qui s'appelle Shandong Weigao, c'est une société donc, qui fait des cathéters, qui fait des seringues, l'équivalent d'un Medtronic ou d'un Becton Dickinson aux États-Unis. Cette société-là, elle va avoir 15 à 20% de croissance, elle a une marge opérationnelle supérieure à 15%. Et un PE qui doit être à 14 fois aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la technologie médicale dans le monde, je ne pourrais pas trouver un équivalent. Et ils ont 80% de part de marché sur les seringues en Chine. C'est de la medtech, mais ce n'est pas de la tech au sens réseau social que vous achetez pas du en Chine. Non, on est très proche des biens réels chez PH. Production, quoi. Un truc qui se produit. Voilà, c'est ça. Sur les perspectives d'investissement, déjà, tactiquement, là, après un tel rebond, qu'est-ce que vous avez envie de faire, Vincent ? Est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs d'être un peu tactique en fin d'année, pour le début d'année, etc. Ou est-ce que là, on a plutôt envie de regarder un peu à travers ces phénomènes un peu calendaires, marketing, j'allais dire, qui n'ont pas toujours beaucoup de sens, hein, mais qui jouent, en tout cas dans la saisonnalité des marchés ? Alors, le tactique fin d'année, moi j'ai tendance à mettre ça de côté parce qu'entre les hedge funds qui rachètent leurs shorts, donc ça a tendance à faire monter des thématiques ou des valeurs qui étaient complètement délaissées cette année ou qui se sont très mal comportées. Et à l'inverse, les gestions traditionnelles qui ont tendance à embellir leur portefeuille pour montrer qu'elles étaient intelligentes pendant l'année et donc qu'elles avaient choisi les bons thèmes ou les bonnes valeurs. Du coup, vous ne savez pas trop comment vous c'est un peu piégeux, quoi. Voilà, donc pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, la vraie question, c'est de savoir quels sont les grands thèmes à envisager pour l'année prochaine et les grandes classes d'actifs. Pour moi, la première thématique qu'il faut regarder, c'est le décalage, le déphasage entre les banques centrales, les durcissements de banques centrales et l'impact que ça peut avoir sur les devises. Parce que ça a été un impact colossal cette année. Il faut imaginer que l'année prochaine, il y aura peut-être encore un petit peu de comète. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à regarder. Et assez logiquement, je pense que la tendance qu'on a depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire un repli du dollar, devrait se conforter sur le début de l'année au moins. Donc je pense qu'il faut garder ça, ce premier thème en tête. Ce qui veut dire que les marchés américains, il faut faire attention à la couverture de la devise ou pas. Mais que contrairement à cette année où les entreprises américaines ont souffert d'un dollar fort, à la fois sur le marché domestique ou sur les marchés internationaux, peut-être que l'année prochaine, la dynamique sera meilleure. Réciproquement, les actions européennes, par exemple, qui ont beaucoup profité de ce facteur-là cette année sur les publications, peut-être que le facteur sera moins porteur l'année prochaine. Donc se méfier de ce premier sujet. Être exposé sur les actions, pour moi, il faut le rester une fois encore, parce que je suis convaincu qu'on est dans une phase d'investissement. Donc il faut que globalement, même si les entreprises vont devoir utiliser du cash, vont devoir emprunter éventuellement, on est dans une phase d'investissement structurel, donc que le cycle économique globalement va bien se porter, que les revenus des ménages vont être plutôt récurrents, donc la consommation va plutôt bien se porter. Moi, les GAFAM, j'aime bien le thème parce que je pense que le plus dur est fait sur les taux d'intérêt, que ce côté-là est derrière nous, que le mini-cycle qui a été provoqué par la Covid va probablement s'arrêter l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc on aura de nouveau un attrait pour ces sociétés-là. Quand il s'agit de faire des investissements de long terme dans la défense ou ce genre de thématiques ou le médical,
les GAFAM, elles servent quand même un peu dans tout ça. Donc je pense qu'il faut rester investi. Elles ne seront pas complètement en dehors de la partie Non, pendant 10 ans. non. Je pense qu'il ne faut surtout pas tirer un trait sur les technos en se disant c'est bon, c'est fini pour 10 ans, c'est mort, c'est de nouveau l'industrie qui va l'emporter, la value qui va l'emporter. Je pense que ça serait une erreur. Évidemment, avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, avec des rendements qui sont plus élevés, on peut s'intéresser à une allocation obligataire, ça va de soi. Le seul problème, c'est que moi, dans la mesure où je suis convaincu que le cycle va rester plutôt solide. Si ça va bien, autant aller sur les actions. C'est pour ça que moi, ma conviction, c'est que l'inflation ne va pas décélérer de façon très très puissante, que l'objectif des 3% des banques centrales, c'est probablement une forme de limite qu'elles vont devoir se remettre en place parce que on n'est plus 40 ans en arrière, il faut réadapter un petit peu le logiciel des banques centrales, elles doivent le réadapter à ce qui s'est passé au niveau des dettes, notamment des États, des ménages, des entreprises et les endettements futurs qu'il va falloir faire, parce que l'investissement, ça peut nécessiter aussi... Un peu d'inflation, ça fait du bien à tout le monde. Donc un peu d'inflation, je pense qu'on en aura plus, et je pense que les banques centrales s'adapteront à ça. Donc moi j'ai tendance à dire oui, on peut faire du portage obligataire, mais autant faire plutôt des actions. On est très bien sur les actions. Non, mais c'est un discours qui tranche avec le pessimisme ambiant toujours présent malgré un rebond de 20% quand même. Et j'aime beaucoup à l'intérieur de l'Europe l'idée de refaire du DAX. Parce qu'en fait, le pays a été piégé cette année par le coût énergétique et le client chinois qui était absent, je caricature. Mais il est probable que l'année prochaine, des deux côtés, ça se passe un petit peu mieux. Donc c'est un petit peu comme la Chine qui est délaissée. Je pense que la dynamique des actions allemandes en relatif à l'intérieur de l'Europe sera plus porteuse. Gustavo, quelles sont les idées à ce stade-là, dans la perspective 2023 ? Comment est-ce qu'on a envie d'être positionné pour le début d'année prochaine, dirons-nous, en attendant d'y voir peut-être plus clair sur les différents scénarios qui sont encore devant nous ? Je dirais qu'en termes d'allocation sur la partie action, on se laisse porter par le mouvement, on ne rajoute pas plus d'actions qu'on en avait jusque-là. Oui, mais c'est plus le moment de vendre, quoi. Non, pour l'instant, on reste comme on est. Effectivement, on se laisse porter. Cette idée encore qu'il y a une fenêtre qui peut quand même durer encore un peu. Concernant les obligations, on ne voit pas trop de valeur dans les obligations. Éventuellement, peut-être des tips américains pour ceux qui peuvent en faire, mais sinon, généralement, il n'y a pas beaucoup de valeur. Pour une raison simple, c'est que dans le prix des obligations aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a déjà une désinflation très rapide qui est anticipée. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. 3,50 sur le 10 ans américain, est-ce qu'on peut imaginer que ça aille beaucoup plus bas Sauf c'est une récession énorme. Oui, alors voilà, c'est ça. Oui. Alors, parce que la question, c'est simplement, est-ce que c'est une bonne diversification ? Est-ce que c'est une bonne couverture contre le risque oui, contre le risque d'une très forte récession. Mais je dirais qu'il faut que la récession soit vraiment forte pour que à ce stade, pour que la Fed change vraiment et baisse ses taux. Mais vu ce qu'on voit encore aujourd'hui, le marché du travail, etc., ça ne me semble pas quelque chose d'imminent. Donc il n'y a pas énormément de valeur, et encore moins dans la zone euro. Donc nous, on fait dans les fonds, on va dire diversifiés, on fait du cash et puis des actions. Et le cash en euros, on roll régulièrement à des taux de plus en plus élevés, et puis pas de risque de duration, et puis effectivement, l'année prochaine, on va faire 3% sur cette poche monétaire, plus les actions. Ça nous semble être un bon mélange dans les fonds patrimoniaux que nous gérons chez Dorval. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour votre éclairage sur la situation de marché en cette fin d'année, les perspectives qu'on peut avoir, les grandes idées directrices qu'on peut avoir en matière d'investissement pour 2023. Gustavo Orenstein était avec nous, directeur de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Houghton Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain, normalement, avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, qu'on retrouvera exceptionnellement demain à 12h30 dans l'émission de la mi-journée. Mais ce quart d'heure du lundi reste consacré à l'économie américaine, après les chiffres d'emploi de vendredi qui montrent qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait au bord de la récession aux États-Unis. Commentaires et perspectives 2023 pour l'économie américaine avec Thomas Koster qui était avec nous à la mi-journée en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management.
Oui, alors tout d'abord, la lecture quand même au premier niveau est importante. On a quand même donc un marché du travail. Si on regarde la fameuse sainte trinité, création d'emplois, taux de chômage et salaire, on a un marché de l'emploi américain qui reste très solide. C'est vrai que le grand focus des chiffres, là en l'occurrence, c'était les salaires. Il y a une certaine résilience dans les salaires. Donc on parle là des salaires par heure qui remontaient à plus de 5% en glissement annuel et qui pourraient laisser penser que la Réserve fédérale pourrait rester sur ses gardes et pourrait avoir donc une communication encore au quiche. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce rapport de l'emploi. Il y a notamment, moi je regarde beaucoup les indicateurs de cycle économique et on voit qu'il y a quand même une décélération sous-jacente du cycle économique américain. Alors pourquoi ? Enfin, surtout, où est-ce qu'on voit ça? On voit dans l'emploi temporaire qui se met à baisser. En général, les premiers signes de faiblesse du cycle, c'est les emplois temporaires qui commencent à baisser. Donc, on voit ça. On a également, alors dans le secteur, par exemple, de la consommation, on a eu aussi des baisses d'emplois. On a aussi les heures hebdomadaires, le nombre d'heures travaillées hebdomadaires qui continue de baisser. Ça aussi, c'est un signe d'effritement du cycle économique. Donc, on a quand même plusieurs signaux qui sont assez négatifs en termes de tendance, pour ne pas évidemment aussi souligner la grande surprise des économistes pour ceux qui regardent les données, c'est aussi cette différence entre les deux enquêtes, puisqu'il y a une enquête des ménages et une enquête des entreprises, et il y a une divergence également entre les deux enquêtes qui pourrait laisser penser que également l'enquête des entreprises pourrait être en fait plus faible que ce qu'elle ne l'est vraiment. Donc oui, si on regarde spot, et ça va être certainement la lecture de la Réserve fédérale, l'économie va bien, il faut continuer le resserrement monétaire. Si on analyse un peu plus fine des choses, on voit quand même qu'il y a une détérioration sous-jacente du cycle économique qui est cohérente avec potentiellement une entrée en récession en début d'année 2023. Est-ce que cette lecture avancée des indicateurs du cycle économique, Thomas, est-ce que c'est ce dont la Fed tient compte désormais? Est-ce que ça explique notamment la tonalité du discours de Jérôme Powell en début de semaine dernière, donc avant la publication des chiffres d'emploi qu'on vient de commenter, qui est un discours, alors il y a toujours deux parties là aussi dans le discours de la Fed, mais c'est vrai que la partie dovish est assez nouvelle et semble encore renforcée à l'issue de la dernière communication de Jérôme Powell, le président de la Fed. Est-ce que c'est ce côté forward-looking qui revient un peu plus dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine? Alors je ne pense pas, je pense que la Fed reste arc-boutée sur le marché du travail, qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique. J'ai envie de souligner quand même que la plupart du speech de Jérôme Powell, donc la semaine dernière, était hawkish, dans le sens où Jérôme Powell et la Fed a peur de tensions inflationnistes qui proviendraient d'un marché du travail qui soit trop bouillonnant, trop actif, et qui donc donnerait de l'inflation salariale et donc de l'inflation dans les services. C'était ça le message de Jérôme Powell. Alors c'est vrai qu'il a aussi dit que dans les prévisions du mois de décembre, le fameux taux terminal ne serait que légèrement revu à la hausse. Donc c'est pour ça que les marchés ont applaudi, puisque le taux terminal dans les dernières projections, on est à 4,6%, et le marché se dit ils vont seulement aller peut-être en dessous des 5% comme taux terminal. Donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Or c'est pas clair pour moi si ce fameux taux terminal va vraiment être en dessous des 5% et assez proche des 4,6. Je pense que on a une Fed qui risque de juger ce marché du travail comme toujours un marché du travail très tendu, où le ratio des postes vacants par rapport au nombre de chômeurs, donc on est à 1,7 fois quand même, donc on est sur des niveaux encore de tension sur ce marché du travail. Ça, c'est ça la lecture, je pense, de la Réserve fédérale, une lecture très orientée marché du travail, pour le bon et le mauvais, parce qu'en effet, on peut se demander si la Fed n'est pas en train de passer à côté d'indicateurs plus importants pour ce qui est de la suite des événements, notamment tous les indicateurs avancés américains qui montrent quand même une dégradation assez nette du climat des affaires et donc de l'économie en 2023. Les indicateurs type ISM, les indicateurs type Leading Indices, les indicateurs avancés du Conference Board, on a quand même beaucoup de signaux qui pointent vers une décélération sous-jacente du cycle parce que tout simplement, la Fed a resserré très fortement les conditions monétaires et donc les conditions financières. Et donc, ce resserrement très fort des conditions monétaires et financières va impacter l'économie, même s'il y a un effet retard qui est toujours là.
Dans les perspectives 2023, Thomas, effectivement, dans la lignée de ce que vous dites, il y a une idée un peu idéale dans le marché qui serait d'avoir le soft landing de la croissance américaine. Alors, récession douce, soft landing, on tourne autour de cette idée un peu centrale aujourd'hui pour le marché. Et en même temps, ce même marché, il veut voir des baisses de taux assez rapides de la part de la Réserve fédérale américaine dès la deuxième partie de l'année prochaine, de l'année 2023. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez antinomique, une contradiction là entre le fait de vouloir un soft landing et des baisses de taux. Ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux, ça semble difficile, Thomas. Tout à fait, il y a une certaine incohérence là-dedans, puisque la Fed a quand même dit et insisté qu'il n'y aurait donc pas de baisse de taux en 2023, basée sur son scénario justement d'un soft landing. Donc s'il y a baisse de taux, ça sera sûrement des baisses de taux en catastrophe, et ça sera certainement parce qu'il y a un accident de marché ou un besoin de liquidité dans le marché qui est soudain. Et c'est pas complètement à exclure. Je rappelle d'ailleurs que il y a le QT, le quantitative tightening, donc le retrait des liquidités de la Réserve fédérale qui continue en autopilote, alors même que la Fed continue de monter les taux. Donc on a quand même des liquidités qui s'assèchent sur les marchés qui peuvent donner lieu à des accidents. Et si accident il y a au niveau de la sphère financière, ça peut se réverbérer sur la sphère économique, à un moment où la sphère économique elle-même perd en vigueur sous-jacente. Donc il y a quand même un certain nombre de risques à la fois financiers et économiques pour l'année prochaine. Et si baisse de taux il y a, en effet, ça sera certainement que le scénario du downside, le scénario négatif est enclenché. Comment vous avez quantifié votre scénario macro 2023 pour les États-Unis, Thomas, si on prend les grands paramètres, croissance, inflation, taux de la Fed, là, qu'est-ce qui ressort de la réflexion que vous avez menée ? Alors, nous, notre prisme pour la prévision de l'économie américaine en 2023, c'est qu'on regarde beaucoup les conditions de la Fed et les conditions monétaires. Donc là, il y a quand même un impact de ces conditions sur la croissance économique américaine. On a eu quand même un très fort resserrement des conditions financières qui vont finir par se réverbérer sur l'économie. Il y a aussi les indicateurs avancés du cycle, donc Conference Board par exemple, ou les indicateurs type ISM ou les autres PMI, qui également montrent une détérioration. Donc on regarde ça de très près, et nous, ça nous donne pour nos prévisions économiques une croissance de moins 0,2% pour l'année prochaine. On a une Fed qui devrait continuer à monter les taux d'après nous jusqu'au mois de mars, et ensuite garder les taux stables pour plusieurs mois. Donc ça veut dire un taux qui un taux Fed Funds 5,25% pour mars et par la suite. L'inflation devrait continuer à décélérer, mais avec deux histoires. Avec d'un côté du prix des biens, certes, il y a une très forte décrue, mais du côté des services, il y aura une certaine inertie, notamment à cause du fait que le marché de l'emploi continue d'être très résilient, et on a une certaine inertie dans les salaires qui donc devrait perdurer dans les services. Donc une inflation qui va donc graduellement décélérer, mais avec deux histoires sous-jacentes entre les services et les biens. Et quand vous dites une inflation qui décélère graduellement, avec ces deux faces de la même histoire, Thomas, si on met un chiffre sur une idée d'inflation aux États-Unis en fin d'année prochaine, qu'est-ce que ça donne ? Alors pour nous, on est autour de 3% pour la fin d'année, à la fois sur le CPI et pas loin des 3% aussi pour le Core PCE, le fameux indicateur de la Fed. Est-ce que ça ouvre la perspective d'une conversation au sein de la Fed pour commencer peut-être sur un nouvel objectif d'inflation ? Est-ce que le consensus est en train de converger vers cette idée qu'il faudra peut-être réformer l'objectif d'inflation à un moment ? Est-ce qu'on est prêt pour avoir cette conversation, sans doute pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois ou quelques trimestres ? Il y a clairement un débat parmi les économies sur cette cible d'inflation à 2%, parce qu'on peut se poser la question si les drivers, les facteurs structurels de l'inflation n'ont pas changé, notamment après le Covid, notamment eu égard à la mondialisation, qui quand même change de format, le rôle de la Chine, le rôle des matières premières et de l'énergie. On va quand même sur des années d'inflation plus élevées structurellement dans le futur. Et la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment que les banques centrales aillent à contre-courant, entre guillemets, et soient plus fermes
fermes dans leur politique monétaire pour contrecarrer ce mouvement tendanciel. Alors je pense que le débat pour la Réserve fédérale est un peu prématuré, il est au niveau des économistes mais pas encore au niveau de l'institution, et il est fort à penser que la Fed pourrait rester pragmatique, c'est-à-dire que finalement on tolère une inflation un peu plus élevée et on ignore un peu l'inflation même si elle est un peu au-dessus de 2%. Donc quelque part ça aura un changement de cible. Pour la première phase, ça sera plutôt du pragmatisme avant d'envisager par la suite, je pense que ça prendra quand même plusieurs années, le relèvement potentiellement formel du ciblage d'inflation. Donc je pense que la Fed va officiellement garder sa stratégie, même si au niveau pragmatique et au niveau concret, elle pourrait laisser un peu l'inflation s'installer au-dessus de 2% dans le futur. En tout cas, c'est notre scénario. Une dernière question, Thomas. Quelle sera la place et l'impact de la Chine dans le paysage global macro 2023 et particulièrement pour la macro américaine? On semble se diriger vers une réouverture sanitaire et donc une reprise de l'économie chinoise, quand bien même elle serait peut-être pas soutenable et aussi forte que ce qu'on a connu les années précédentes. Néanmoins, on attend quand même un effet plus positif venant de Chine. Comment est-ce que ça peut se traduire pour le reste du monde et pour une économie comme celle des États-Unis ? Tout à fait. Alors, il y a 3 points sur l'économie chinoise. Le premier, c'est qu'il y a en fait une réouverture un peu chaotique liée au Covid, puisque après avoir été très ferme sur la politique zéro Covid, on a une impression qu'il y a une réouverture un peu forcée, mais qui va du coup quand même être liée à une montée en flèche du nombre de contaminations du Covid. Donc, il faudra quand même gérer ça. On a quand même 2 points négatifs sur la Chine, c'est qu'on a quand même encore le secteur immobilier qui a potentiellement besoin de encore se désendetter, et aussi on a des régulations gouvernementales sur le secteur privé qui sont encore là. Donc on n'a pas encore tous les signaux quand même au vert malgré cette réouverture qui est nécessaire, voire même qui fera du bien, parce que je signale, les indicateurs chinois sont quand même très mauvais. On a eu encore en ce matin des indicateurs PMI pour les services, on était à 46,7, donc on a quand même l'économie chinoise souffrait de cette politique d'un point de vue purement économique. Deuxième point, c'est que oui, il y aura peut-être plus de demandes, y compris des matières premières en Chine, avec cette réouverture et ce rebond économique et de rebond de l'activité en Chine. Néanmoins, de l'autre côté, on a quand même l'Europe et les États-Unis qui décélèrent. Donc il y aura quand même au niveau du matière première, il y a quand même donc des forces positives potentiellement de Chine, mais des forces négatives en Europe et aux États-Unis. Même si, troisième point, c'est qu'on voit qu'on est quand même plutôt structurellement positif sur le pétrole, et plutôt pour une deuxième, peut-être en 2023, à partir de la mi-2023, une fois que l'Europe et les États-Unis se stabilisent en termes de rythme économique, et si on va sur une récession douce à modérée aux États-Unis et en Europe, et alors là on pourra potentiellement voir une vraie jambe haussière sur les matières premières si la demande chinoise est au rendez-vous et si cette réouverture se poursuit comme on le prévoit. Thomas Koster qui est avec nous dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart TV. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.